Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité de Patrick Lokala sur Télénews RDC, chaîne de la liberté. Madame, Messieurs, bienvenue et bonnes conditions de télé chez vous, de partout. Vous nous suivrez, que vous soyez à Paris, à Bruxelles, à Londres, aux États-Unis d'Amérique, à Dubaï, en Afrique, voire même à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Nous vous souhaitons de très très bonnes conditions de télé sur notre chaîne de la liberté. Nous allons aujourd'hui revenir largement sur la plus grande actualité de la RDC, c'est l'élection du bureau, élection et installation du bureau définitif du Sénat. La chambre basse du Parlement connaîtra aujourd'hui ces nouveaux animateurs qui dirigeront peut-être durant 5 ans cette institution de la République démocratique du Congo. Quelques noms vous seront cités tout au long de cette émission, notamment le nom de Sama Lukonde Kyenge, l'unique candidat au poste du président du Sénat, suivi des premiers vice-présidents. Il y a le premier et le second. À tous les niveaux, il y a des candidats. Au niveau de rapporteur aussi, il y a des candidats, voire au niveau du rapporteur adjoint, questeur, ainsi de suite. Nous aurons l'occasion d'en parler pour voir si ce Sénat présentera un tout nouveau visage, contrairement au Sénat précédent. Et quelles sont les attentes de la population? En réalité, c'est quoi le rôle de cette chambre du Parlement? On y reviendra tout au long de cette émission pour connaître les grands enjeux et les grands jeux de ce dernier Sénat du second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, vous avez Vital Kamerhe, qui est de l'espace swahilophone. De l'autre côté, au Sénat, vous avez Sama Lukonde Kyenge, aussi de l'espace swahilophone, même zone linguistique. Voilà le détail de cette élection. On aura l'occasion d'en parler, de décrypter cette actualité tout au long de cette émission. Rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço, le président angolais, le facilitateur désigné de l'Union africaine dans ces conflits qui nous opposent avec le Rwanda, vient de fouler ses pieds à Kinshasa pour consulter son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quant à ce qui concerne la trêve qui s'observe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va finir cette guerre avec un papier et un stylo sur terrain? Quelles sont les avancées? On y reviendra tout au long de cette émission. Mais on ne va pas oublier que le stade des Martyrs, une partie du stade a été vendue pour plusieurs années de location avec des conséquences réelles sur l'homologation. Le ministre des Sports est passé par là. Je crois qu'on aura les images d'illustration. Derrick balancera dans les minutes qui suivent les images d'illustration sans son, parce que le son est accompagné de notre son qui est désagréable sur notre chaîne YouTube. Joseph Kabila est-il déjà en exil? C'est la grande question qui se pose au pays. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission qu'on appelle l'invité de Patrick Lokala. L'invité de ce jour, ce maître Carlos Mopili. Maître Carlos Mopili, bonjour. Bonjour Patrick. Je rappelle que vous êtes professeur à l'IFASIC. Vous êtes spécialiste en cybercriminalité. D'ailleurs, je note avec vous que c'est le seul expert congolais en la matière. C'est avec lui que nous allons analyser ces sujets d'actualité. Maître Carlos Mopili, je ne vais pas vraiment revenir sur l'actualité de la semaine passée ou la semaine dernière, mais en tant que scientifique, laissez-moi quand même vous poser la question de savoir, Maître Carlos, vous avez quand même suivi les discours du président, l'interview, la sortie médiatique du président Tshisekedi depuis Bruxelles. Vous l'avez quand même suivi, le chef de l'État? J'ai suivi des bouts de papier, des bouts de vidéo, hein. Ça, oui. Tellement qu'il communique beaucoup. Il communique beaucoup, mais c'est la dernière communication, M. Carlos Mopili. Vous l'avez quand même suivi? Non, pas l'intégralité. L'intégralité, une partie. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire lorsque quelqu'un communique moins, les gens sont très attentifs pour qu'on l'écoute. Ouais. Mais quand il communique beaucoup, parfois les gens sont un peu désintéressés parce qu'ils savent qu'il va revenir sur ce qu'il a déjà dit, ou même si je rate, je vais encore me rattraper pour
pour sa prochaine communication. Merci beaucoup, Maître Carlos Mopili. Vous êtes scientifique. L'avantage avec Maître Carlos Mopili, c'est que c'est un scientifique, un professeur, et puis il est de la société civile électorale. Vous êtes le coordonnateur de la société civile électorale. Maître Carlos Mopili, l'avantage avec vous, je le disais, c'est que vous n'êtes ni de l'opposition ni de la majorité, vous êtes au milieu. Évidemment. Et dans cette question, toutes les tendances se sont déjà exprimées. En 5 minutes, Maître Carlos Mopili, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président d'après votre analyse? Est-ce que c'est un discours rassemblé pour le peu d'extraits que vous avez suivis, ou c'est un discours ou une interview vente en guerre? D'abord, je ne sais pas, il y a un problème là, même en droit constitutionnel, à chaque fois, lorsqu'on explique que les institutions de la République, ça commence par le président de la République. Exact. Ça, je crois que c'est ça un problème aujourd'hui dans le chef de notre président, Félix. C'est que il veut se détacher de ces poids-là. Que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il parle, tous ses gestes, tout ce qu'il fait, c'est en tant qu'une institution de la République. C'est comme si c'est vraiment une casquette lourde, alors que ça va toujours la coller. Cette casquette va toujours les coller, lui étant que... première institution du pays. Première institution du pays. Tant qu'une personne, ça va la coller. Donc la question, c'est de dire que il n'est plus libre de dire tout ce qu'il pouvait dire quand il était Félix Tshisekedi président de l'UDPS. C'est que quand il prend la parole, il le prend étant qu'une institution. Et surtout lorsqu'il se présente comme tel. C'était une interview organisée dans notre ambassade. Lorsque, par exemple, il s'apprend aux politiciens, aux opposants, alors que la Constitution lui dit qu'il est le garant des institutions, c'est-à-dire qu'il doit se trouver au mêlée, au-dessus de la mêlée, c'est que notre Constitution fait de lui président de la République et en même temps chef de l'État. Donc, avec ces deux casquettes, il devient père de la nation. C'est que lui, il doit se dépasser. Ce n'est pas encore... il ne doit pas parler comme le chef de l'UDPS, même si jusque-là, il n'a pas encore... il est toujours là, hein, il a laissé l'intérim. Mais c'est... Étant que père de la nation, il doit se dire que les opposants, parce que je suis déjà président de la République, il y a la majorité parlementaire qui est là. Qui existe, oui. Qui existe. Et normalement, on devrait désigner celui qui devrait coordonner l'union sacrée. Et de l'autre côté, il y a l'opposition. Où on devrait désigner le porte-parole. Le porte-parole. Donc, le guerre entre les deux, c'est à lui qu'on devrait recourir à sa sagesse, en tant que père de la nation. Mais descendre pour s'attaquer aux autres, c'est qu'il se met encore, il revêt encore la casquette d'un candidat président de la République. C'est des discours qu'on pouvait tolérer lorsqu'il était candidat de la République, candidat président de la République. Il est en challenge ou en compétition électorale avec ses adversaires, avec ses concurrents politiques. Mais le jour où il a prêté serment, quelles que soient les élections telles qu'elles ont été organisées, mais parce qu'il a prêté serment et la Cour constitutionnelle l'a reconnu comme président de la République, chef de l'État, je crois que cette interview ne devrait pas passer et je crois que le président n'écoute pas son conseiller en communication. Parce que souvent, nous, parfois, on tolère les gens pour dire, c'est par peur que nous accusons l'entourage du président de la République. Par peur, Et le président de la République doit savoir, à chaque fois que quand nous prenons la parole en s'attaquant à son entourage, c'est à lui qu'on s'adresse. Mais c'est par peur
d'une dictature qui s'est déjà imposée. C'est par peur de ce service qui enlève parfois les démocrates ou les gens qui lui disent, qui lui adressent parfois de vérité, que les gens contournent pour dire que non, je crois que le président est mal conseillé, je crois que l'entourage du président, non. Le cabinet ne fait pas correctement son travail. Oui. Alors qu'on sait que même au village, un chef coutumier, c'est celui qui s'est choisi le meilleur. Donc globalement, M. Carlos Mopili était déçu de la sortie médiatique du chef de l'État. J'étais très déçu et si j'étais Christian Bossembe, président du CESAC, j'allais interdire la diffusion ou même la rediffusion de cette émission. Parce que l'ennemi du pays va exploiter ça. Et c'est le pays qui perd. C'est le pays qui perd. Regarde même lorsqu'il dit que l'ancien président, c'est-à-dire Joseph Kabila, qui est... Voilà. Qui est derrière l'AFC de Nanga, par exemple. Voilà, il dit... C'est la question que je voulais poser. C'est lui qui est derrière l'AFC de Nanga. Et puis il dit... Il prépare une insurrection armée. On connaît déjà que l'AFC de Nanga existe. Et Nanga venait d'être condamné pour mouvement insurrectionnel. Et le président Kabila, il est derrière Nanga. Mais en même temps, il préparait l'insurrection armée. Voilà. Quelle contradiction. C'est comme si quelqu'un qui dit... Vous avez un cas d'adultère, vous accusez quelqu'un d'adultère, et vous dites que c'est lui le père de l'enfant qui est né, qui est le produit d'adultère, et vous dites, il est en train de préparer pour coucher avec mon épouse, ou bien avec ma femme. Alors que l'acte a été déjà posé. Alors qu'il y a des contradictions. C'est des contradictions. Voilà, c'est de graves contradictions. Maître Carlos Mopili, Kabila a été accusé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un ancien président, sur la sellette. Pendant que la justice militaire était encore en délibération pour prononcer sa décision judiciaire. Donc, dans un pays où la justice, où on parle de régime des juges, on pouvait inviter, convoquer même le président, ou l'inviter à titre de renseignant. Inviter le président comme un renseignant. Comme un renseignant, pour qu'il vienne éclairer la justice militaire sur l'implication de l'ancien président. L'ancien président, normalement. Bon, parce que regardez comment ça commence. Ça a commencé par son secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui dit c'est Kabila qui est derrière les M23. Après quelques jours, on voit un détenu à la DEMIAP, citer des noms. Qui cite les noms, dont Joseph Kabila. Après, nous voyons maintenant, c'est un procès qui est organisé. Et dans ces procès, le prévenu, c'est Rebif. Il nie, il dit c'était sous pression. Et là, je me suis rappelé, je crois les téléspectateurs se sont rappelés de notre émission, où nous avions éclairé l'opinion sur le droit de la preuve. Et c'est maintenant, lorsque le procès n'a pas su démontrer la responsabilité ou bien de Joseph Kabila dans ce mouvement insurrectionnel, et c'est maintenant encore le président de la République, qui est le patron, celui qui coordonne tous les services de renseignement, le magistrat suprême, et qui vient dire c'est Kabila qui est derrière, c'est-à-dire les commanditaires intellectuels, c'est Joseph Kabila. Donc là encore, ce n'est plus Kagame. Et la conséquence sur les plans du droit international public, c'est que lorsqu'on acquise Kabila, ce qui se passe à l'Est, il s'agit d'une guerre civile et non plus une guerre d'agression. Parce qu'on blanchit Kagame, ce n'est plus Kagame. Kagame a été blanchi par la sortie médiatique de Félix. Oui, c'est maintenant Kabila qui est derrière derrière Nanga et les M23. Et dans ce cas, les conflits deviennent congolais. Et là,
Non, mais Kagame peut s'en servir. Alors que nous nous sommes battus sous Mouzé Laurent Désiré Kabila, malgré l'affrontement de deux armées étrangères à Kisangani, la communauté internationale ne voulait pas reconnaître qu'il s'agissait d'une guerre d'agression. Donc, il y avait autre doctrine qui voulait expliquer que non, il s'agit d'une rébellion, mais avec l'appui d'un pays étranger. Voilà. Donc Kagame peut s'en servir, montrer qu'il n'en est pour rien. D'ailleurs, lui-même a dit que c'est l'ancien président Kabila qui serait derrière ça. Mais pas qui serait, qui est derrière. Lui, il n'a pas parlé au conditionnel, il a parlé, il a affirmé. Ça vient de coïncider avec l'accord de cesser les feux. Ou quand vous lisez ça, c'est avec de l'arme aussi. On va y arriver sur l'accord de cesser les feux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, parce que Lorenzo est à Kinshasa pour consulter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Carlos Mopili, est-ce que Joseph Kabila, l'ancien président, serait déjà en exil? À partir du moment où le premier citoyen a déclaré que Joseph Kabila est derrière AFC de Nanga et de M23, Joseph Kabila prépare l'insurrection. À partir de ce moment, Joseph Kabila est considéré comme un rebelle, peut avoir des conséquences, et s'il rentre au pays, on va l'arrêter. Et par prudence, je peux considérer que Joseph Kabila a déjà entamé son exil à l'extérieur du pays. Est-ce que vous partagez cette analyse? Non, je ne partage pas, parce que lorsqu'on parle d'un exilé, c'est un statut juridique. C'est un statut qui est reconnu en droit international. C'est-à-dire, un national, un citoyen qui quitte son pays pour aller dans un autre pays, pas à cause de sa volonté, mais c'est par peur d'une menace interne. D'une répression, une menace interne. Voilà. Merci. Voilà. Donc, et je crois que jusque-là, la thèse, c'est que Kabila est à l'extérieur pour ses études doctorales. Il lui appartient lui-même de déclarer qu'il est exilé. Qu'il ne trouve plus important de retourner dans son pays. Par peur de représailles. Par peur, parce que ça vient de se faire arrêter par Félix Tshisekedi. C'est peut-être là maintenant. Les ACR et tout ça pouvaient étudier les cas pour le déclarer, pour lui donner le statut d'exilé. Parce qu'un exilé, c'est un statut juridique. C'est non sociologique. À voir Joseph Kabila, pensez-vous que... Il va pas parler. Hein. On est sûr, vous et nous, nous sommes sûrs que Kabila ne parlera pas. Ça, c'est sûr. Je peux vous assurer, il ne parlera pas. Ça, c'est une évidence. Mais est-ce que, Maître Carlos, allez voir, vous êtes plus avancé en termes de sciences que moi. Est-ce que Joseph Kabila est intimidé par ces déclarations de Félix Tshisekedi? Non, la question, ce n'est pas d'être intimidé ou quoi, mais c'est des questions de précaution. Vous savez, Kabila a sa biographie. C'est un ancien militaire. Hein? Non, pas d'abord militaire. Kabila est né dans le maquis de Wabor. C'est que à chaque fois qu'il voyait même un avion commercial, il pouvait courir, se cacher dans les trous des fusiliers ou dans les tranchées de communication. C'est que il a grandi dans l'environnement des guerres. C'est que les bruits des bottes ne lui font plus rien. C'est comme la musique à Bandal. Après, ce n'est pas un enfant gâté. Il sera formé comme militaire et s'est lancé dans la conquête pour la guerre de libération. Au front, il a fait ce qu'il a fait. Il a défié toute la résistance des officiers, des Renault, des Mbouzamabe et les autres, Thierry Kaloum et tout ça à Kisangani, les mercenaires français serbes, et il a libéré Kisangani. Et c'est le monde entier a découvert le visage d'un jeune officier de 25 ans qui libère Kisangani, alors que le premier ministre Ken Gwadondo jurait que Kisangani ne tombera jamais. Et c'est le général Maoye, le tigre, qui était commandant en chef des armées. Alors, la guerre d'agression arrive, Kabila est au front, il va combattre les armées rwandaises, les armées ougandaises et autres.
Et jusqu'à l'assassinat de son père, il prend le pouvoir. Vous savez ce qui s'est passé. Même quand il était au pouvoir, avec la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba, son vice-président. Il y a eu une guerre en pleine ville de Kinshasa. Nous nous en rappelons au lendemain des élections de 2006. Voilà. Pour qu'il y réplique, c'était en légitime défense. Parce que la garde de Jean-Pierre Bemba est allée jusqu'à même attaquer son bureau. Et une autre partie allait se diriger vers sa résidence. C'est en réplique que vous connaissez la suite. Très bien. Donc, et donc il n'a pas peur de déclaration. Même pour des raisons de précaution. Pour des raisons de précaution. Moi, je trouve que c'est mieux qu'il reste à l'extérieur du pays. Parce que vous savez que Kabila... Vous craignez quoi, par exemple? Non. Au cas où il rentrait au pays. Que craignez-vous pour lui? Non. Vous savez que lorsqu'on parle de Kabila, c'est comme on parle de Félix Tshisekedi. Ouais. Sauf que l'un est un ancien président, l'autre est un président en fonction. Oui, c'est-à-dire... Il y a les gens qui s'identifient à Joseph Kabila. Et si même ça arrive qu'on commence à aller attaquer les GLM, tout ça, c'est tout simplement parce qu'il faut voir que la vraie base de Kabila, c'est une base politico-militaire. Le PPD, c'est une histoire qu'on a créée là, après là, tout. Et une structure politique, hein? Oui, qu'on a créée après. Mais sa vraie base, elle est politico-militaire. C'est que il y a les gens qui le considèrent comme c'est lui l'héritier après l'assassinat de son père. Et ces gens-là continuent à croire en lui. Continuent à croire à lui et ils veulent les voir. C'est-à-dire, s'apprendre à lui, c'est comme si on est en train de s'apprendre à toute une identité. C'est comme si on provoquait la ruche des abeilles. Ouais. Ah, voilà. Donc, ça risque de créer une situation peut-être non maîtrisable. Et je trouve que ce n'est pas bon. Moi, je trouve que le président de la République, il doit garder son cap. On peut faire des erreurs, mais on peut toujours les corriger. Les corriger, c'est d'aller dans le sens de la cohésion nationale et de la réconciliation nationale. Très bien. Et c'est là que nous allons vaincre l'ennemi, qui est l'agresseur. Merci beaucoup, Maître Carlos. Et ça valait la peine qu'on y revienne sur la sortie médiatique du président de la République pour attendre cette analyse objective, à mon avis, de Maître Carlos Moupili. Je ne sais pas comment vous l'avez apprécié. C'est à vous de nous dire dans les commentaires qui seront lus et pris en compte dans nos prochaines éditions. Alors, nous parlons de la crise dans la partie Est, parce qu'il s'agit là, on a cité Kabila, on a analysé ses relations avec Félix Tshisekedi. On va voir ce que l'avenir va nous réserver. Maître Carlos Moupili, il y a un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, il y a une trêve, que chacun garde sa position pour qu'on puisse négocier. Mais entre-temps, Lorenzo, le président angolais, est à Kinshasa pour consulter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce n'est pas une guerre d'usure, Maître Carlos Moupili? En telle enseigne qu'on s'est dit, bon, chacun tire ses dividendes, on en reste là. Ça va faire 2 ans aujourd'hui que la guerre ne termine pas. Entre-temps, le Rwanda, avec ses alliés du M23, AFC, avance toujours. Kinshasa, qui disait ne pas avoir les tensions de négocier, s'ouvre quand même. Vous avez vu tout récemment les chefs des renseignements, des services de renseignement en Angola pour des échanges, des services de renseignement congolais, rwandais et angolais, échanger autour de la question. Des gens ont été limogés, la question est un peu longue, c'est une analyse. Maître Carlos Moupili, moi j'ai comme l'impression que les Kinshasa, le Rwanda, les M23 et les restes, on nous a mis dans une situation où quelque chose se prépare contre notre État. Il arrivera un moment, peut-être, on va déclarer cette partie du pays comme un autre État et on n'aura que nos yeux pour pleurer parce que jusque-là, sur terrain, il est vrai que les FARDC
font des efforts pour récupérer, mais ces efforts-là ne suffisent pas parce que ça fait 2 ans que cette partie est occupée. Votre analyse? Moi, je commence. À l'époque, là, en 2006, je n'étais pas encore grand. Je n'étais pas encore leader d'opinion. Mais je voyais déjà louche. Vous voyez louche? Oui. Sur quoi? Lorsque dans notre constitution, on a imposé que ne peut gérer ce pays que des personnes civiles. La vie des civils. Alors que... Vous savez que l'armée est apolitique, maître Carlos. Non. Ça, au moins, vous le savez, non? Étant qu'un ancien évangéliste aumônier de l'armée... Un ancien homme de Dieu. Oui, oui. J'ai prêché dans l'armée, non? Okay. Alors, lorsque nous prêchions, j'avais toujours des versets où j'ai démontré que pour diriger un peuple dédié, selon la Bible, il faut être militaire. Dieu n'a jamais choisi un civil pour rien. Et à cette époque-là, en 2005-6, j'ai reproché déjà cette disposition constitutionnelle. Et je me disais, pourquoi on veut seulement nous imposer ça ici, alors qu'au Rwanda, il y a un général-major, en Ouganda, il y a un général, et dans des pays frontaliers, on autorise les généraux, les militaires, de gérer. C'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre ça. L'Occident, s'il veut avoir quelque chose dans 20 ans, il est prêt. S'il veut obtenir quelque chose aujourd'hui, il les prépare 20 ans avant. En tout cas, j'ai compris que le régime actuel, sur le plan de la gouvernance sécuritaire, est nul. Pas nul, mais a des sérieux problèmes. Des limites. À des limites. Des limites. Ouais. Nous, de la société civile, on ne dit pas comme des opposants que c'est nul. Nul. À des limites. Des limites. Ouais. Ça revient tout de même. Les choses sont très claires. Au lieu d'abord de nous concentrer sur ce qui est les fondamentaux, parce que, regarde, nous avons été piégés. On a laissé cette armée, laissée par Kabila, 8e, qui a défait les M23, qui était devenue une armée dissuasive face au Rwanda. Souvenez-vous des discours du président Joseph Kabila à Bunagana, je crois, où il dit toute tentative de déstabilisation de notre territoire par les voisins sera désormais une entreprise suicidaire. Là, Kabila l'a dit. Général Baouma de l'autre côté, colonel Mamadou Ndala de l'autre côté, fier de son armée dissuasive. L'unité d'élite. Oui. Ouais. Alors, mais, qu'est-ce qu'on a vu? Après le départ de Joseph Kabila, il y a un Américain, Hammer. Mike Hammer. Que nous avons considéré ici comme un ministre des colonies. Comme un vice-président. Il avait le privilège de parler avec tout le monde, d'aller où il veut. On a vu des propositions de mise en place qui a vexé derrière les cas du FCC à l'époque. Et ce qu'on a oublié, il y avait tout type dans la coopération britannique, tout un service des experts britanniques pour la réforme sécuritaire en République démocratique du Congo. C'est que les Américains, les Britanniques, avaient un fichier de base de données où ils ont la maîtrise de chaque officier. Ils connaissent chaque officier congolais. Il est né d'où, comment on l'a recruté, quand on l'a recruté, il a été formé où, ses forces, ses faiblesses. Même mesurer les seuils de son patriotisme. Et j'ai peur, si ces gens-là ont pris part dans des propositions de mise en place. Parce que après cette mise en place de notre armée, quelques jours après,
nous allons voir la reconstitution du M23 dans les mots change. Et notre armée commence à s'affaiblir jusqu'à ce que les intellectuels sérieux commencent à oublier qu'on avait une forte armée dissuasive dans notre pays. Nous avions des unités d'élite que lorsque les fantassins sont bités à des difficultés, ça suffisait seulement qu'on fasse intervenir la garde républicaine qu'on appelait Banamour. Ça suffisait qu'on puisse faire intervenir le régiment commando et que les choses pouvaient être rétablies. Alors, j'observe tantôt front militaire, tantôt front diplomatique. Allons-y même dans les fronts diplomatiques. Vous avez lu avec larmes cet accord du cessez-le-feu. L'accord disait quoi? Ou l'accord dit quoi, l'accord du cessez-le-feu? Notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. C'est une dame. Je ne sais pas ces pays. Hein. J'ai même perdu son nom. L'accord stipule quoi? Au lieu d'envoyer même Costa Moutamba là-bas, il est ministre de la Justice. Pourquoi voulez-vous qu'on... Mais j'ai senti que Costa Moutamba, il a un courage. C'est un homme. Hein? Oui. La jeunesse, là, lui donne quand même des bravos. On l'a dribblé, je ne sais pas si elle était accompagnée par quel expert. Et ce qu'elle a signé, c'est en contradiction même avec l'interview ou l'émission du président de la République avec l'accord de cessez-le-feu dit quoi exactement? Dans cet accord de cessez-le-feu, le Congo prend les engagements. Les engagements qui contredisent le premier communiqué, les communiqués précédents. Parce que les communiqués précédents de Luanda... Sur l'anéantissement du FDLR. Oui, oui. Cette fois-ci, on a accepté. Hein? Non, non. Dans l'ancien communiqué, c'est clairement dit. Il faut que le Rwanda cesse de soutenir les M23. Il faut désarmer les M23. Il faut les réintégrer, les organiser, les réintégrer dans la vie civile. Tout ça a été dit. Et on a demandé même aux M23 de laisser les territoires déjà conquis, donc les zones conquises, pour retourner vers Bunagana. Mais dans l'accord ici, dans les communiqués de cessez-le-feu, signé par notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, voici les engagements. Quels sont ces engagements? Rapidement. D'abord, la RDC s'engage pour neutraliser les FDLR. Ah bon? Nous acceptons de neutraliser les FDLR. Nous reconnaissons que nous hébergeons les FDLR. Alors qu'on allait arrêter notre cardinal pour la question des FDLR. Pour avoir dit que le Congo serait derrière les FDLR. C'est que, alors que le Rwanda sait que c'est impossible de neutraliser les FDLR. Parce que le Rwanda a occupé l'est du pays avec le RCD. Mais il n'a jamais été capable de neutraliser les FDLR. On a été pris au piège alors. Mais c'est au piège. Il faut vérifier la nationalité de cette ministre. Hein, parce qu'il y a des gens ici dans ces pays, excusez-moi maître Carlos Mopili, des doubles. À la fois il est rwandais, à la fois il est congolais. Il faut vérifier sa nationalité. Hein. Mais est-ce que c'est un problème de nationalité? Le problème c'est quand on place le gens. Il faut toujours se poser Comment elle pouvait signer ça? Comment elle est arrivée? Vous voyez les pays comme le Nigeria. Le Nigeria allait être balkanisé avec la guerre des Biafra. Mais il y avait un homme court là. Qui, par son armée, par son charisme militaire, il a défendu l'unité du Nigeria. Mais il y a eu 3 généraux qui étaient à ses côtés. Mais ces 3 généraux-là, c'est là où vous entendez le président Oussa Badjo, le Nigeria, là, le Nigeria. Le vieux là. Le vieux qui était ici, comme facilitateur. Vous allez trouver l'autre ici, le vieux encore, le président qui est revenu. Bahara, c'est Bahara. Donc, tous ces gens-là, voilà, tous ces gens-là ont dirigé. C'est-à-dire, ce ne sont pas des arrivistes. Les gens qui maîtrisent bien le Nigeria,
et qui viennent aux affaires. Donc cette maman-là qui est aux affaires étrangères ne maîtrise pas les réalités du Congo. Elle a été, semble-t-il, elle serait copine à la première ministre, hein, semble-t-il. Comme le dit Paul Tosso Alubaka. Je l'ai dit au conditionnel, semble-t-il, qu'elle serait la copine de la première ministre. Et c'est au nom de la première ministre qu'elle serait là. Elle est de la diaspora congolaise. Voilà le problème. Le problème, c'est que ne peut être nommé aujourd'hui ministre des Affaires étrangères que quelqu'un qui a l'expérience de participer dans des négociations. Parce que là, maintenant... Ou qui a le charisme, qui a la maîtrise des dossiers, qui a l'intelligence, qui a la compétence. Aussi, on a vu votre confrère là qui s'est précipité pour avoir une photo avec Kagame. Vous savez, quand on est à vérifier... Il faut avoir de l'expérience. Moi, étant qu'un ancien libérateur, j'ai eu la chance de manger, de boire avec le président de la République, héros national Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, je ne peux pas être complexé devant un ministre, devant un président de la République, devant un... Parce que je l'ai vécu en étant encore jeune. Vous savez ça? Très bien. Mais un autre professeur qui a fini sa thèse là-bas, quelque part là, n'a jamais serré la main du chef de l'État. Mais quand il voit même un ministre, il tremble parce qu'il n'a jamais profité de cette chance. Et donc, on a été piégé dans cet accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de l'accord de cessez-le-feu. Engagement. On demande de mettre en place cette équipe-là. Des services de renseignement rwandais, congolais, services de renseignement congolais et de l'Angola comme médiateur, qui va œuvrer sur le territoire national. Ils ont été en Angola, en Luanda, pour une réunion d'harmonisation, déjà opérationnelle. Déjà, mais... Donc, nos services, le service de renseignement congolais et le service de renseignement rwandais étaient en discussion en Angola, sous la médiation des Angolais. Voilà. Maintenant, c'est pour faire quoi? Vous êtes là maintenant, comment vous allez gagner la guerre? On échange les informations avec l'agresseur. Avec l'agresseur. Troisième engagement. Troisième engagement, ouais. Nous devons cesser les discours haineux. Oh, quel discours haineux? C'est-à-dire, nous sommes en train de passer aux aveux. Parce qu'à chaque fois que Kagame nous intervient, il nous accuse que nous ne voulons pas d'une tribu. De Tutsi. Nous ne voulons pas de Tutsi. Mais maintenant, nous prenons l'engagement de ne plus refaire ça. Donc, vous voyez comment nous sommes en train on a été pris au piège. Hein? Je ne comprends pas. Et c'est après maintenant qu'il y aura un plan de désengagement pour s'apprendre aux groupes armés. Donc, regarde la hiérarchie. Pour résoudre le problème de M23, il y a trois préalables. Il faut d'abord résoudre le problème de FDLR. Alors que c'est impossible de résoudre les problèmes de FDLR. C'est comme si quelqu'un qui disait, pasteur, vous voulez que Natika Masanga Yebisa Nzambe Abo Masata. Donc, c'est ça, ça devient déjà complexe. Et de l'autre côté, dans cet accord, aucun engagement du Rwanda pris par le Rwanda pour le soutien du M23 ou même de retirer ses troupes sur le territoire congolais. Mais comment on est arrivé? Nulle part dans comment on s'est fait dribbler jusqu'à ce point? Nulle part dans cet accord de cessez-le-feu. Il n'a pas d'intellectuel. On n'a même pas évoqué le nom du M23 ni de l'AFC. Mais comment on a signé? Comment on signe le document? Comment on a signé ça? Ça m'étonne. C'est l'État congolais qui signe. Oh là et là, je vous dis, ça a des conséquences même. Quelle déception. Ça vient couper à la racine notre argumenteur de l'agression. Est-ce que cette maman-là vraiment connaît la diplomatie? Mais est-ce qu'elle pouvait signer sans aussi avoir l'autorisation? La maman-là, est-ce qu'elle connaît vraiment la diplomatie? Mais c'est elle qui donne la vie, non, mais c'est elle qui est sur le terrain, qui était à la table de négociation. C'est elle qui pouvait dire non, les engagements tels que énumérés autour de cette table de négociation ne vont pas nous faciliter la tâche. C'est à elle. Mais moi, je me dis, c'est à elle. Mon grand frère, Lutundula, ne parlait pas un bon anglais, mais quand même avec Lutundula, il nous a arraché mais les documents sont un accord très important où nous, on avait l'avantage. Mais tout ça, ça vient d'être balayé
On devait limoger la ministre des Affaires étrangères. En tout cas, même si elle est amie à la première ministre Souminois, mais nous n'avons rien à faire avec leur amitié. En tout si cas, elle est là au nom d'une amitié bruxello-française, en tout cas, il faut la chasser. Bon. Depuis qu'elle est là, il n'y a que des scandales, des documents signés. Après, on va renier les documents. Elle prend quand même des engagements, mais que ces engagements se retournent contre nous, mais finalement. Bon, mais entre-temps, le président Tshisekedi a dit... Moi, je me pose la question. Les vice-présidents les premiers vice-présidents à l'Assemblée nationale, professeur Chilumbai. Au moins de les mettre là, c'est lui qu'on devrait même le mettre de l'autre côté. On les a dribblés. Vous souhaitez que ce soit Moutamba? Au moins quelqu'un qui a le bravo, qui a le charisme, qui a le courage. Au moins ça peut regarder les adversaires droit dans les yeux ou qu'on fasse revenir chez Okutundu, carrément. Bon, très bien. Mais entre-temps, avant qu'on tourne cette page de négociation, maître, bon, plus tard. Mais quand même, Félix a dit, non, mais écoutez, Kagame c'est un criminel. Lui ne va pas négocier avec un criminel, mais il veut parler avec Kagame. C'est quoi la nuance entre quelqu'un qui refuse de négocier, quand même, mais qui affirme haut et fort que lui, il peut parler? Quel est ce jeu de mots? Est-ce que c'est cohérent? Vous savez que parfois il y a un écart entre ce qu'il dit et ce que venait de faire son ministre des Affaires étrangères il y a 2 jours. C'est qu'il n'y a pas harmonisation. Lui, il accuse Kagame criminel. Le diplomate en chef, le premier diplomate. Mais c'est ça. Mais comment celle qui a mandat de parler en son nom va souvent à contre-courant de la vision de celui qui l'envoie? Parce que lui, il dit que Kagame est criminel. Ouais. Et il est dit à haute voix. Ouais. Mais dans l'accord, Kagame n'est plus criminel. On ne reconnaît plus sa criminalité. Le Rwanda n'envoie pas de troupes. Le Rwanda ne soutient pas les M23. Bon, moi, je ne sais pas. Bon, je crois que le président, en disant ça, il sait déjà la position du président Paul Kagame, qui avait refusé de négocier, de rencontrer même notre président. Et le président aussi, à son tour, il refuse parce qu'on ne peut pas aller parler à quelqu'un pour lui encore vous le traiter d'un criminel et pour aller seulement lui demander qu'est-ce que vous cherchez au Congo alors qu'on sait ce qu'il cherche. Donc pour ça, bon, je peux dire que je félicite son courage de dénoncer, mais ce n'est pas ça la mission constitutionnelle d'un président de la République. La Constitution ici, à son article 74, demande quoi au président de la République? Lisez rapidement pour que je pose une question. Les jours de prestation, article 74, hein? Moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. Donc, quand il s'attaque aux opposants, il viole son serment constitutionnel. Donc, voilà. Ce qu'on demande au président dans son serment, c'est de maintenir l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, le territoire congolais ne doit pas être violé, occupé par des forces étrangères. Par des forces étrangères. La mission constitutionnelle du président de la République, ce n'est pas dénoncer l'agresseur. Il est à côté de sa mission. Mais j'entends maintenant beaucoup de communicateurs de l'Union sacrée pour dire les autres comme ils dénoncent Rwanda, dénoncer Rwanda. Non, la mission d'un État gendarme n'est pas de dénoncer. Ce n'est pas de dénoncer, mais de maintenir l'intégrité du territoire national. Donc la mission du président de la République, étant que commandant suprême, c'est de combattre les ennemis du Congo, pas les accuser. Très bien. Merci beaucoup, Maître Carlos. Un mot pour que je tourne cette page. C'est quoi l'option, solution? L'approche diplomatique ou militaire? Approche diplomatique, zéro. Tout quoi il est souvent mis à militaire. Maintenant, on a le choix. Vous, comme analyste, parce que sur le plan militaire, vous proposez quoi? Au cas où il nous écoutait, au cas où il regardait cette vidéo,
qu'est-ce qu'il pourrait faire? Comme le entre l'approche diplomatique et l'approche militaire, laquelle devra nous amener à la solution sur le plan diplomatique durable. Il faut que le président réussisse à déchirer cet accord de cessez-le-feu. Les accords sont appliqués de bonne foi. Hein? Non, parce qu'il y a le premier accord qui n'a pas été respecté. Il faut qu'on revienne au précédent accord. Il faut que l'accord là signé par notre ministre soit déchiré, désavoué. On parle de nullité, même un traité peut aller à la nullité. Alors notre ministre peut dire que non, je l'ai signé sous pression. Il peut expliquer ça. Mais ce n'est pas un problème. Sur le plan militaire, nous devons avoir une gouvernance sécuritaire. Et la gouvernance sécuritaire, c'est connu. On ne peut pas sous-traiter notre sécurité. Nous avons une armée puissante, dissuasive. On ne peut pas venir nous raconter une histoire ici. Oh, l'armée a infiltré. C'est un mensonge. Parce qu'en Angola, les Congolais, les héros sont dans l'armée angolaise. À Brazzaville, les Bangala basés belé dans l'armée brazzavilloise. Donc vous croyez à l'option militaire pour trouver la solution au problème sécuritaire de l'Est? C'est l'unique solution. Merci. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Commençons par le début, par les fondamentaux. Améliorer les conditions sociales et du travail de nos militaires. On ne le dira jamais. Papa, vous affamez les soldats, les troupes au front. Des jours, ils ne mangent pas. Et après, vous dites, vous perdez, les militaires reculent. Ils n'ont pas eu les renforts militaires. Et puis vous dites que non, on cherche la solution, pourquoi on recule? Oh, c'est le problème des réformes. Il n'y a rien de problème des réformes. Merci, maître Carlos. Pourquoi on doit faire la réforme? C'est comme une équipe de football. Le Léopard, ils passent une semaine sans manger. Et vous les amenez sur le terrain pour jouer. Ils perdent les matchs et vous dites non, nous devons réformer notre équipe nationale. Non. Merci beaucoup, maître Carlos Mopili. On va prendre le deuxième sujet de cette émission, madame, messieurs. Nous allons à l'IMT. À l'UDPS où il y a une crise entre le secrétaire général faisant fonction du président du parti UDPS et le frondeur qui organisait hier dimanche une session extraordinaire de la convention démocratique du parti. Au terme de cette convention, quelques résolutions ont été prises, notamment le limogeage du secrétaire général Augustin Kabouya et l'installation d'un nouveau secrétaire général AI qui devra prendre les fonctions d'ici là. Mais du côté Augustin Kabouya, on a rejeté en bloc cette désignation qui est illégale d'après eux, et la crise ne fait que continuer. Même si le chef de l'État a dit que ça va se finir, ça va se terminer cette crise-là. Bon, Maître Carlos, un petit mot. Le pays est en guerre, il y a crise sociale, économique, sécuritaire. Le parti présidentiel censé proposer des solutions est en guerre. Il y a du feu au sein de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe et comment y sortir? Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur la vie de la nation? Un mot pour qu'on passe à autre chose. C'est vraiment grave quand je vois ce parti ici. C'est un parti qui est toujours présent là où on n'a pas besoin de lui. Ah, comment ça? Quand les villes tombent à l'est, vous ne verrez jamais les forces du progrès, les combattants marcher. Non. Quand les Congolais ont faim. Mais donc c'est un parti où on tolère Kagame, on tolère Museveni, on tolère tout. Mais si seulement c'est Patrick qui fait quelque chose, là on voit venir les combattants. Donc pour des choses inutiles, ils sont là. Ce parti est là avec ses militaires. Présent. Alors qu'avec cette mobilisation qu'a l'UDPS, ça pouvait nous aider à organiser de grandes manifestations pacifiques et que le monde entier pouvait constater que non, les Congolais en ont marre avec l'agression. Ce qui se passe là-bas, c'est une guerre des intestins. Pour les intestins, c'est les intérêts esthétins, comme on peut le dire. C'est les mâchoires. Les ventres. Les ventres. Une guerre du ventre. C'est ce qui est à dire. Du positionnement. Il y a les camarades du parti de Kabouya qui ont vu Kabouya avant qu'il soit secrétaire général. Et maintenant, on voit Kabouya devenu riche. Mais il a quel salaire? Un secrétaire général de l'UDPS touche combien?
C'est pas une fonction de l'État, ça. Voilà. Alors les gens se disent, mais il faut que nous tous aussi nous puissions être là. Donc c'est à cet endroit-là il y a de l'argent. Voilà. Pourquoi seulement lui doit s'enrichir? Nous allons tous là-bas. Voilà. Parce qu'ils se disent, il y a ceux qui sont allés comme députés, comme ministres, on comprend qu'ils ont détourné l'argent. Mais lui, il est avec nous dans les partis. Comment lui, il devient riche, il a des maisons, tout ceci. Là, c'est qu'il y a de l'argent là-bas. Il y a de l'argent. C'est ça qui fait que... Et les aigris, qui ne se retrouvent pas dans le gouvernement, et les aigris, qui ne se retrouvaient pas sur la liste des députés que lui il avait présenté à la CENI, ensemble avec les camarades, c'est-à-dire les bas peuples là, les combattants des sous-bois, sous le bois, il faut ce qu'on appelle les conglomérats maintenant de mécontents contre Kabouya. Il n'y a rien au respect des statuts, tout ça. N'évoquez même pas les statuts. N'évoquez même pas les droits. Parce que ce parti fonctionne en violation des statuts, en violation même de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Donc, je crois que moi, les conseils que je peux donner... Et la place de l'autorité de référence qui est le président Tshisekedi. Il dit non, j'observe la crise, mais ça va se terminer. Il a banalisé un peu cette crise-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'au sommet de l'UDPS, il n'y a pas de leadership? Non, moi je vous avais dit l'autre fois. Il n'y a pas une autorité morale comme ce fut le cas avec Joseph Kabila qui dictait. Hein? Entre les dictats de Kabila et la liberté de Félix. Qu'est-ce qui est mieux pour gérer? J'entends cette comparaison. Ouais. Cette comparaison, elle est irrationnelle. Irrationnelle? Oui. Je ne comprends pas. Kabila, dans le PPRD ou bien dans le FCC, il n'avait pas de compte à rendre envers ce genre. C'était le dictat. Parce que c'est l'armée qui a amené Kabila au pouvoir. Kabila est venu avec les militaires, avec la FDR. Si après, il y a eu les général-major. Après général-major, commandant force. Mais c'est ça que je dis. Il a été élu. Il a été élu au nom de son père. Parce qu'à l'ouest, Kabila n'a pas gagné Jean-Pierre Bemba en 2006. Jean-Pierre Bemba a gagné Kabila à l'ouest et au centre. Kabila a été élu à l'est. Parce que l'est constitue ce qu'on appelle plus de 55% d'électorat. Et il y avait des choses. Il y avait une chose qui influençait son électorat. C'est le nom de son père, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Très bien. Alors, la gestion de parti. C'est pourquoi ses adversaires politiques voulait couper ses liens de filiation entre lui et son père. On le présentait comme un Rwandais. Voilà. Maintenant, il ne bénéficie pas de la sympathie qu'on donnait à son père. Décédé dans les circonstances graves. Mais tous les gens qui sont venus là, vous allez dire maintenant que les gens du PPRD, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire de Kabila président? C'est comme ça que Kabila faisait les choses. Ces gens-là du PPRD, de l'AMP, ils ont joué négativement sur la réputation de Joseph Kabila. Donc, c'était déjà comme quelqu'un qui est déjà connu et qui recrute les gens pour venir l'accompagner. Très bien. Maintenant, le parallélisme entre la gestion de l'UDPS par le président Tshisekedi et la gestion du PPRD par Kabila. Pour l'UDPS, qu'est-ce qui fonctionne mieux? Le dictat de Kabila à la tête du PPRD ou la liberté de Félix? Mais Félix, vis-à-vis de l'UDPS, il est redevable. Parce que ça, ces combattants-là, que serait Félix Tshisekedi sans ces combattants-là? Parce que ces combattants, ils étaient prêts à mourir pour lui, à être blessés pour lui, et sans rien comme contrepartie. Et c'est pourquoi Félix, quand il les gère avec reconnaissance historique. Il sait que il dépend, son salut politique dépend de ses combattants. Même s'ils ne sont pas servis aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ces combattants sont en train de s'acharner contre Kabouya. Je l'avais dit, Kabouya a atteint les sommets. Il doit partir. Et je ne sais pas s'il aura des chances. Et surtout que Kabouya, il a mal géré ses relations lorsqu'il a atteint les sommets. Il s'est créé des conflits avec
beaucoup de gens. Lorsqu'il se crée des conflits avec Kamere, il se crée des conflits avec Sama Lukonde, où il est allé au Maniema chercher un monsieur là, oh Idriss Mangala, c'est lui qui est candidat au Sénat. Donc il se crée des conflits avec tous les leaders. Ce qui fait que aujourd'hui, comme il sera désavoué, les gens seront prêts, les autres sociétaires de l'Union sacrée, auront soif d'accepter celui qu'on l'impose là-bas, malgré la violation des statuts, pour dire qu'on en a assez avec Kabouya. Très bien. Et les autres, là, ils ont des médias, ils ont quoi? Ils sont en train d'amplifier la situation. Parce que ce sont des gens qui ont aussi l'ancrage dans la société. Mais si Kabouya était en bonne relation avec les Kamere, les Bahati, les Samalukonde, à part... Mais lui, Kabouya, lui, voulait toujours s'appuyer sur les faibles. Les Mbosso. Donc, pour Kabouya, s'il veut vous faire la promotion, il doit choisir celui qui est faible. Il ne voulait pas promouvoir les gens compétents, les gens charismatiques. Or, lorsque on est grand, on doit chercher des bons chiens de garde. Si on cherche des faux chiens, les jours où vous aurez des problèmes, ils ne seront pas en mesure de vous sécuriser. C'est ça le problème aujourd'hui de Kabouya. Les gens qu'il a promis n'ont pas d'argument, n'ont pas de charisme pour les protéger. Très bien, mais s'il s'appuyait sur les grosses grosses pointures, des personnalités fortes, je crois qu'il serait sécurisé. Parce que jusque-là, dans les droits... Ma question reste la gestion de parti. Bon, on sait tous que quand on est président de la République, on ne gère pas au quotidien le parti. Mais on donne les pulsions. On décide sur tout, mais de manière en sourdine. Je faisais cette comparaison, vous avez effleuré la question, mais je ne suis pas encore satisfait. Le silence du président... Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est décodé. Adopter le style de Kabila qui imposait les choses aux membres du PPRD ou laisser les gens s'entretuer pour venir intervenir à la fin? Qu'est-ce que Félix doit faire? Lui n'a pas le pouvoir d'imposer comme Kabila. Je l'ai dit. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir d'imposer sur Kabila. Il n'a pas le pouvoir d'imposer aux gens. Parce qu'il a la redevabilité vis-à-vis de ses combattants. Alors comment on en sort de cette crise? Alors, mais avec sa position qu'il a, tout le monde comprend déjà que son silence signifie que non. Il peut dire que Kabouya peut partir. Mais il ne dit pas ouvertement aussi. Donc il ne souffle ni le chaud ni le froid. Non, ça devient très confus. Il est dans la Alors on va il ne veut pas blesser Kabouya pour tout ce que Kabouya a fait. Il ne veut pas aussi décevoir ceux qui le combattent. Il ne veut pas aussi décevoir la majorité, les gens qui ne veulent plus de Kabouya. Mais c'est ça le problème. Mais ça devient difficile. La crise va perdurer. Maître Carlos Mopili. Voilà l'analyse du scientifique Maître Carlos Mopili. Nous sommes en direct sur Télénews. Vous êtes à plus de 500 personnes en ligne. Merci de votre fidélité. Likez l'émission s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez l'émission. Alors, on va aller au Sénat. On va chuter avec l'affaire Mike Moukibaye et le stade de Martyr. Mais avant, on va faire un petit crochet au Sénat où il y a élection aujourd'hui, élection et installation du bureau définitif du Sénat. Sama Lukonde est bien parti pour être élu président du Sénat parce qu'il est le seul candidat à ce poste, suivi de Bahati, de Salomon Escadilla. Juste un petit mot. Sama, à l'époque kabiliste, aujourd'hui à l'Union sacrée, de la primature au Sénat, il n'y a qu'un pas. Est-ce que c'est la personne qu'il fallait pour ce nouveau Sénat, Sama Lukonde? Normalement, là, je crois que le président, quand même, il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix? Pas le choix de Kabouya. Non, Kabouya, non. Parce que vous savez que le Sénat, c'est quoi? Il n'y avait que ça. Attends. Quand on parle d'un parlement bicaméral, c'est qu'il y a la chambre de représentants, ce que nous appelons chambre basse. Chambre basse et assemblée nationale. Ouais. Et il y a la chambre des sages, chambre haute, qui est la chambre de modération. Des sages, comme on le dit. Voilà, c'est-à-dire chambre de modération. C'est-à-dire quoi? Au niveau des chambres hautes, ce n'est plus l'intelligence théorique. Mais pratique. Mais pratique
basé sur l'expérience vécue. Et situationnelle. Voilà. J'ajoute. C'est-à-dire quoi? Vous êtes un dossier vient au niveau de l'Assemblée. La loi. Sur, par exemple, la nationalité congolaise. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez trouver des vaillants professeurs, des théoriciens en droit de la nationalité. Ils vous parlent, ils vous parlent, ils vous parlent, ils vous parlent. Ok. Si le plan de logistique, ok. Si le plan des droits de l'homme, ok. Mais lorsque ça vient à la seconde lecture, au niveau du Sénat, vous trouverez le sénateur avec l'expérience qui vous dit attention. En 1960, voici ce qu'on a connu par rapport à ça. Si les Blancs avaient fait ceci, c'était comme ça. Si on avait révisé la nationalité d'origine par filiation, qu'on quitte des pères et on ajoute aussi seulement qu'on mette des pères et des mères, c'est parce que c'est... Donc, il vous parle selon l'expérience vécue. C'est ça le Sénat. Normalement, dans d'autres pays, moi je l'ai proposé dans la réforme électorale, on ne pouvait pas présenter les candidats comme ça, avec de l'argent pour corrompre les députés provinciaux. On devrait avoir des caucus, c'est-à-dire des corpus. Les anciens premiers ministres, vous avez un quota par exemple de 5, les anciens chefs d'état-major de l'armée, vous avez un quota de 4, les anciens présidents des assemblées nationales ou provinciales, vous avez votre quota, les anciens recteurs des universités, vous avez un quota, les anciens, comme le cas de cooptation des chefs des coutumiers. Et là, on pouvait avoir cette sagesse nationale. Alors, Sama Lukonde, dans son profil, il n'était pas vraiment kabiliste. Il a travaillé avec Kabila. Il était dans la majorité présidentielle. Il était député élu. Et après, ministre des Sports. Des Sports et Jeunesse. Là, il a laissé des prouesses parce que tout ce que nous avons gagné sous Denis Kambaye, c'était l'œuvre laissée par Sama Lukonde. Ces réformes qu'il avait laissées. Maintenant, la moisson est venue sous Denis Kambaye. Chimbumbu. Oui, oui. Et maintenant, en état ministre, il démissionne. Avec l'avènement des G7. Avec les G7, ouais. Déjà, à cette époque-là, un jeune qui démissionne. Ah, c'était un événement, ouais. Il faut être chéribé aucun des autres. Donc, ça déjà, ça a fait de lui un grand, parce qu'il est entré dans l'histoire politique de notre pays. Lorsqu'on parle de 13 parlementaires, c'était des aigris. Parce que les 13 parlementaires, lorsqu'ils volaient avec Mobutu, lorsqu'ils étaient des ministres, ils n'ont jamais critiqué le système politique de Mobutu. Et quand ils étaient des parlementaires simples, c'est là où ils commençaient maintenant à critiquer. Mais Sama Lukonde, ministre, c'est rare dans notre pays. Alors, après il est allé comme mandataire public à la GECAMIN, et après il revient Premier ministre. Premier ministre, même si on sait ce qui s'est fait avec le président de la République. Largement négatif, oui. Oui, oui. Le président il n'a pas correctement joué son rôle de Premier ministre. Le président de la République voulait, il gère le pays comme si on était dans un régime présidentiel. Et aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui au Sénat. Au Sénat. C'est le profil, parce que vous voyez le Sénat, ça a commencé avec Ken Gwadondo. Il a été remplacé, il a fait la remise république avec le vieux Tambo. Avec une Tambo Mwamba. Vous voyez toujours la crème. Et après Tambo Mwamba, on voit Bati Lukwebo. C'est toujours très haut. Et aujourd'hui, Sama Lukonde, quoi qu'il est jeune, mais avec il a de l'expérience, il a un parcours. Donc, par rapport aux autres candidats qui étaient proposés, je trouve qu'il est laissé là à son poste. C'est vraiment un profil idéal. Merci beaucoup. Quand un scientifique a parlé, nous n'avons pas de contradictions à apporter. On va aller très vite au stade des martyrs d'Éric Loukeba. On va prendre les images d'illustration parce qu'il y a un son qui risque de ne pas être agréable pour nous. Alors, on va vous illustrer seulement les images. Le ministre de Sport, Didier Boudimbu, a fait une descente au stade, dans les installations du stade de martyrs de la Pentecôte, où il s'est rendu compte qu'il y a des privés
qui ont des concessions et ces concessions sont émergent, ils sortent des terres, une station de service, mais à côté aussi un immeuble qui abritera un hôtel des privés. Alors, ceci pourrait engendrer des conséquences au niveau de la Confédération africaine de football, voire même au niveau de la Fédération internationale de football FIFA. Et le ministre a, sur le champ, ordonné l'arrestation du chef des chantiers qui a affirmé devant le ministre qu'il ne connaissait pas son patron, il ne connaissait pas celui qui le paye. Vous avez en image de construction au stade des Martyrs. Donc, une partie du stade des Martyrs a été vendue. Donc, bateki stade Maître Carlos, bateki ndambo ya stade des Martyrs, bazotonga station, bazotonga immeuble et hôtel. Tous on a un plateau, tout peut ça Maître Carlos Maloba et puis tout on a détenu politique aussi ça émission mon Maître Carlos Mopili de retour sur mon plateau. Vous êtes mon invité. Je rappelle que nous sommes avec Maître Carlos Mopili, l'invité des partis locaux à Maître Stade. Bateki ndambo ya stade. Non, ça vous détaille un peu. Hein? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Soro lekina Maître Carlos. Soro lekina ozui, au moins sur toi na villa ozui Kasavubu. Au moins Kasavubu, avoue comme croisement Kasavubu triomphal. Na droite na moi police mo ezala na associateur na. Soro leki associateur na romona pena bateki parti mususu wana ya stade. Ndesika ba otonga station. Mais na kati lisusu ndambo concession bazotonga hôtel. Non, ces choses nous commençons à les vivre sous ce régime de Fachi. Prenez même les... Et plusieurs noms sont cités. Prenez même la piste d'atterrissage d'Endolo. On voit aussi les Libanais en train de construire. Ouais, c'est ça. Et après, lorsqu'on va changer... Même le ministre, et de l'autre côté, si ce n'était pas le courage du ministre Jean-Pierre Bem, on avait aussi vendu une partie des camps Kokolo. Déjà, on commence aussi à construire. C'est Jean-Pierre Bem qui est venu avec ses bulldozers pour démolir. Donc, il y a un problème ici maintenant sous ces régimes. On ne comprend pas. Je l'ai toujours dit. Quand vous êtes en Europe, vous trouvez des Congolais intelligents, honnêtes, qui travaillent. Les Boanaïrs sont là, les autres que vous connaissez. Pourquoi ne pas les ramener ici? Au pays. Mais on est allé nous amener des gens... Regarde la stade. Ce stade-là a la chance du fait que sous Claude Nyamugabo, ministre des Sports, ce stade n'avait pas un certificat d'enregistrement. Ah, stade de Marty. Oui, on pouvait vendre ça. On pouvait vendre ça. C'est comme quand Kokolo. Jusqu'à là, quand Kokolo n'a pas le certificat d'enregistrement. Ah bon? C'est Claude Nyamugabo qui a commencé à donner des titres de propriété aux différents stades. Vous regardez même les terrains de foot que nous avons dans la ville n'ont pas aussi des titres de propriété immobilière. C'est comme ça que beaucoup de gens viennent, ils vendent. Mais là, je ne sais pas si ils ont profité de la surface qui est réservée dans les certificats d'enregistrement. Mais je ne sais pas ce qui est bon. Comment ça peut commencer d'abord au TK parti à stade? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Ton hôtel, ton station. Or, la FIFA n'autorise pas ça. Donc, je crois que c'est encore au début. Le ministre, il a amené directement la caméra et que c'est une chose qu'il fallait vraiment procéder froidement pour que les inspecteurs judiciaires puissent enquêter, envoyer les dossiers au parquet pour l'instruction et qu'on puisse vraiment établir des responsabilités. Un ancien ministre des Sports avant, François Kaboulo, a signé un contrat de location d'une emprise du stade des Martyrs avec un individu. Le contrat s'étend sur 15 ans pour 6 000 $ le mois. 10 mois ont déjà été soldés. Mais pour le compte de l'État, dit une source officielle, l'actuel ministre des Sports, Didier Boudimou, a résilié le contrat et suspendu les travaux qui risquent de compromettre l'homologation. Donc,
compte à l'État et le résaté. Et l'ancien ministre avant Kabolo, c'est le ministre là de Katanga là. Comment il s'appelle encore? Ah, je connais. Le nom m'échappe. Je peux quoi? Je le connais, il était ancien ministre des Sports et de la jeunesse de la province du Haut-Katanga. Ouais. On était avec lui en Russie. Son nom va venir. En tout cas, si c'est lui, je peux croire à ça. Et je crois que maintenant, avec le ministre d'État, ministre de la Justice, c'est un nouveau quoi qu'il est député aujourd'hui, il sera poursuivi. Il faut le cueillir, il faut le poursuivre. Et il faut vraiment des sanctions pénales exemplaires contre celui-là. On ne peut pas blaguer avec la République comme ça. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Un bien commun. Non. C'est ça le Congo. On va finir l'émission, Maître Carlos Mopili. Toujours extrait à Mike Mokiba Inkoso. On aura l'occasion de rappeler la situation des détenus. Puis sur Romain Roland Goyi est en cavale. Le vieux Mbingazor, comment il s'appelle encore? Le vieux Claude Machala est en cavale. Pius Romero là en cavale. Mike Mokiba est aux arrêts. Et puis Kabound n'est pas toujours libéré. Et donc voilà un peu la situation. Mais tous moi extrait, il y a vidéo sur Mike Mokiba Ikoso en pleine audience. Boyo Kandenge, avocat naïe, Ameiko Lobako expliquer devant le juge les circonstances dans lesquelles son client se retrouve aujourd'hui devant les cours et tribunaux. Tolanda. Et que cette lettre-là reprenait à charge de Mike Mokibaï, je l'ai avec moi. Cette lettre reprenait à charge de Mike Mokibaï 4 infractions, dont les infractions de menace d'attentat, imputation dommageable, intribal et faux bruit. Elle est donc là. Mais c'est une lettre de transfèrement du procureur général près la Cour de cassation. Comment est-ce que le procureur général près la Cour de cassation est arrivé à la conclusion que Mike Mokibaï était présumé auteur des différentes infractions mises à sa charge, sans qu'il ne soit entendu par ni un inspecteur judiciaire, ni un magistrat du parquet général près la Cour de cassation. Mais c'est simplement par une lettre de transfèrement qu'il quittera la Cour de cassation, dont on se pose d'ailleurs la question jusqu'aujourd'hui, comment le procureur général près la Cour de cassation savait que Mike Mokibaï était sous son administration dès lors qu'aucun dossier n'était ouvert à sa charge au niveau de son parquet. De retour sur ce plateau de l'invité des particules locales. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Maître Carlos Mopili aussi ses émissions. Situation à Mike Mokibaï. Comment? Non. Voilà Mike. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Je ne pouvais pas imaginer que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, alors qu'ils sont informés par l'histoire que leurs pères, leurs parents étaient de 60 à 80 au mangeoire, au pouvoir avec Mobutu, des hommes forts, intouchables. Mais l'histoire politique a fait qu'ils puissent être de l'opposition. Ils ont connu des injustices, des abus, des violations des droits de l'homme. Et ils ont crié pour rêver un état des droits, un état de la justice. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils reprennent les mêmes méthodes que leurs pères faisaient avec Mobutu, avant qu'ils soient dans l'opposition. C'est inadmissible. Quelqu'un, il n'a jamais été entendu et il passe une année en prison.
je crois que le code de procédure pénale est clair. C'est au niveau des juges, c'est-à-dire au niveau de la chambre et du conseil, qu'on devrait constater l'irrégularité de sa détention et le libérer immédiatement. On ne pouvait pas le présenter là-bas, non, non. Déjà au niveau des chambres et du conseil, qui a une mission, parce que lorsque le parquet arrête, il vous met sous mandat d'arrêt provisoire, 5 jours, il faut qu'on vous présente devant une chambre de conseil. Les chambres du conseil, c'est construit par le juge de Tripé pour venir vérifier la régularité de votre détention. Et lorsque la forme est irrégulière, c'est-à-dire illégale, immédiatement, le juge de chambre du conseil doit libérer l'inculpé. Ce qui est prévu dans les codes de procédure pénale. Parce que c'est ça, chez les anglo-saxons, vous connaissez par exemple la procédure à la CPI, le procureur n'a pas tous les pouvoirs. Pour que le procureur lance le mandat, il doit venir devant le juge d'instruction pour convaincre la religion du juge. Et c'est là où le juge peut autoriser au procureur de lancer le mandat. Le mandat arrive. Le procureur fait l'instruction. Lorsque le procureur trouve que tout est là, le procureur, il présente les prévenus devant le juge. Et là, on fait l'audience de confirmation des charges. Donc, ailleurs, on a voulu dépouiller beaucoup de pouvoirs au procureur. Et ici, chez nous, le procureur a beaucoup de pouvoirs, mais avec la chambre du conseil, ça allait aider à jouer le rôle de l'audience de confirmation des charges que joue dans d'autres systèmes, par exemple, judiciaires. Mais je trouve que ce travail que nous avons des droits de l'homme, hein, parfois c'est embêtant. Demain. Olembi? Non. Mike Moukeba, il y a sa victime de violation des droits de l'homme. Mais ce qui est ministre ou gouverneur, il est comme il Nabatou. Mike Azabon, Mike Azabon, c'est un bon citoyen. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Je sais que c'est un monsieur correct. Ouais. Très correct. Donc, il ne faut pas que la justice soit politisée. Ce qui Mike, il est là, à ça, il a tweeté, à fini Katombi. Je crois qu'il peut être libéré. Et ça, ce n'est pas ça la justice. Il ne faut pas qu'on mélange la justice et la politique. Laissez les magistrats tranquilles. Après, vous allez venir dire que oh, la justice est malade. Ah, mais la justice est malade, c'est parce que vous ne voulez pas laisser la justice tranquille. Fouta ba magistrat bien. Botika kobenga bango na téléphone. Bino pe ba magistrat. Bondi makape parfois ba risque, non? Babanga fort. Bondi makape ba risque. Pourquoi les autres bazon di ba risque? On a connu les 13 parlementaires. Bazaki ba députés, ils ont pris les risques. Mais on n'a jamais appris les 13 magistrats ou bien les 12 magistrats. Prendre le risque. Non, balinga risque était. À part kaka Kilomba et Yani. Non. Kilomba, les deux juges là de la Cour constitutionnelle. À part seulement le 2. On connaît leur sort. Hein. Voilà. Très bien. Et ils ont pris quand même le risque. Pius Romer Roland et Claude Machal en cavale. Bakimi, pour leurs opinions. Bon, pour leurs opinions. Ici, je ne comprends pas. Il n'y a que... Est-ce qu'il y a un deal entre Fayoulou et le président Fachi? Pourquoi ça va bon? Parce que battu à Fayoulou. Ils sont jamais arrêtés. Bango balobaka mabe koleka même yo. Maître Nico Maingel était aux arrêts une fois et puis bon à Oumela Kitabimage. Battu à Fayoulou ne plus d'une fois interpellé mais toujours libéré. Donc bango jamais infraction à faux bruit et la bango te. Infraction à offense au chef de l'État et zalaka pour la bango te. Imputation dommageable et zalaka pour la bango te. Mais ce que aux amutuya FCC. Aux amutuya ensemble
société civile au déraillé mbam. Donc hein, moi en tout cas je me dis il faut bâtir Kabatunion son ndenge bazuti Kabatu ya Fayoulou libre, qu'on laisse aussi les autres libres. Surtout s'il y a même des dérapages, on connaît l'école des dérapages. C'est l'UDPS qui a formé les gens. Baloba bongo. Biso yo toye kola koloba la société civile. Nous restons dans les faits avec les analyses scientifiques. Mais les autres politiciens qui n'ont pas eu la chance de passer dans notre école de la société civile, mais qui sont passés par l'école de l'UDPS, où on a appris les gens à diffamer, à insulter les mamans des présidents de la République, leurs épouses, à insulter les épouses des présidents de la République et leurs enfants. Bon comprendre bango parce que bino ne bola kisaka bango comportement wana ya mabe. Monsieur Sile. Merci. Le Basuka. Est-ce que tu as sur conclusion? Conclusion ezaka eloko yo. Eloko ndi pesa. Chef alobaki eloko yo il faut que changer ngo. Avieza copier coller. Copier coller biloko alibanda. Ndeko tozawa. Naza molakisi. Bientôt rentrée scolaire. Déjà avec les syndicalistes, rentrée scolaire il risquait qu'on rate. Alors que vous connaissez que depuis 2020, Banao Baotanga, Bazali Kosili sa programme était. Ce sont des enfants qui ont fait le parcours de l'année de fraude et non année blanche. Parce qu'avec Covid, 2 ans, Banole Batanga 222 jours, Bana Batanga 180 jours. Ils ont frôlé l'année blanche. Et aujourd'hui, ceux qui ont encore repris rentrée scolaire et raté, donc se retrouver sous dans le contexte au lieu de 222 jours, donc 160. Puis si ba jour ya ko bengana bango moi na tangi 80 jours au lieu de 220 jours. Alors que dans des pays pauvres ya wakaka na Uganda, les enfants étudient d'ego. Tongo, pourquoi? Bazolia uniforme prise en charge par l'État. Oui. Aujourd'hui, ba pays nyoswa même na Centrafrique. Ba pays ka Centrafrique. Ba pays nyoso ya Afrique et comme il avancer pays moko kakoyo otali molakisi azo souffrir. Donc ba ibaka nan mbonga molakisi RDC avo comme nan kuna mbonga molakisi ba ibaka nan ba ibi na mboko okuti policier soldat azo souffrir kaka na RDC ba ibi mbongo na ye na mboko okuta colonel azo sala ba jardin kaka na RDC na mboko okuti chef de division ya fonction publique okuta blessé de guerre azo senga mbongo na balabala kaka na RDC. Papa, on se demande tout ça les sous nini. Mais on a un détournement. Mais Namboko yo 100 millions. Voilà. Namboko yo lampadaire, basala ki forage. Namboko yo ministre des Finances à l'équipe président à France. Nambongo RDC. Parce qu'un ministre congolais ne peut pas envier un président français, ou bien un premier ministre belge ou tout ça. Même un président américain à terme ya mbongo quoi. C'est ça, oui, à quoi envier parce que Obama Zarani. Il y a Malonga Koleka, ba ministre Obama n'a rien. Donc mboko yo namoni to sala nini yao. To sani. Na ide na to sani na mboka. Bande ko ya diaspora bati kala no kotindela biso mbongo. Po bango pe bakata po bango pe ba otia biso bazoba. Toujours réfléchir te to yebikage ba kotindela biso mbongo. Au lieu que biso tout réclamer. Bati no et pe abato yo bolobi boponaki. Boko minde ko tungi sa batu ya poto. Mais buzoba bozoba na po oyembe la batu po na 2000 francs 10 000 francs. Diaspora kotinda su mbongo te. Kata code. Kata code. Exacte topona bino te ba diaspora. Batu topona to pesa pouvoir. Balu ke la biso kolia. Mais bandako ko futela ndako. Diaspora nda rentrée scolaire. Na kuna na diaspora ça qui nous en 2%.
Olobi? Félix Tshisekedi. Diaspora, ça là qui m'en a 2%. Ah, diaspora, ça y en a 2%. Botinda. D'ailleurs, d'élection. Bon déranger, tu as diaspora. Pour Bango de la ça y en a 2% d'élection. C'est-à-dire qu'on dit que Kotinda comme bon chaque fois. Là, vous avez raison. Je me contredis, merci. Merci beaucoup, Maître Carlos Semopili. On va vous faire revenir sur qui l'actualité. Yamaka, c'est mon ami. Tous les émissions de temps en temps. Tous qui en direct. Émission, plus de 600 personnes qui en ligne. Et monsieur Sili, ce que c'est pas une émission, un petit coucou à Maître Carlos Mopili. Vous likez l'émission, vous abonnez, s'il vous plaît. Likez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Invitez un des copartiques localisés qui Maître Carlos Mopili. Derek Loukeba les maestros, Azalaki Ngamba Massini. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.